Alors, bismillah, on va commencer par l'électronique de plus. Et on va voir aujourd'hui les redresseurs commandés. Les redresseurs commandés sont similaires à ceux qui ne sont pas commandés. Dans les redresseurs non commandés, on a utilisé le diode et on a vu un redresseur simple alternance, double alternance, PD2, PD3 et on a vu les différences entre chacun. Aujourd'hui, on va voir les redresseurs commandés. Alors, les redresseurs commandés, leur symbole, comme ça. Qu'est-ce que vous avez? À l'entrée, vous avez la fonction alternative. Vers la sourcille, elle va être redressée. Et vous avez ici des impulsions de commande. Ces impulsions de commande, ils vont commander la gâchette des thyristors. Dans les redresseurs non commandés, vous n'avez pas ce symbole ici. Et la valeur moyenne, la valeur efficace de la tension de sourcil, elle est toujours fixe. Attendez, je vais voir. Ah, vous ne voyez rien, d'accord, je m'excuse. C'est bon? Très bien. Merci de désactiver vos microphones, s'il vous plaît. Comme ça, vous allez m'entendre seul. Très bien. Alors, je continue. On a dit que les symboles des redresseurs non commandés qui ont été à base des diodes ne contiennent pas ce symbole. Parce que il n'y a aucun moyen pour commander les diodes. Les diodes sont commandées naturellement par le courant qui les traverse. Si le courant est positif, il va être passant. Si le courant il est négatif, elle va être bloquée. Et ça dépend bien sûr de la charge. Ça, on l'a démontré dans les séances du cours. Alors, on va commencer. Alors, un redresseur commandé permet d'obtenir une tension continue. C'est cette tension continue, réglable, réglable par cette commande, ça veut dire par le courant de gâchette, qui a une valeur moyenne non nulle, à partir d'une tension alternative d'entrée. La tension alternative sinusoïdale qui a une valeur moyenne nulle. Alors, l'utilisation des commutateurs commandables tels que les thyristors, bien sûr, dans la majorité, on utilise des thyristors, permet de réaliser des redresseurs dont la tension moyenne de sortie varie en fonction de l'angle d'amorçage des commutateurs. Et l'angle d'amorçage, ça signifie l'angle d'apparition de courant de gâchette, le courant J que vous avez ici. Parce que le courant J va apparaître à partir de chaque période. Ce courant qui va être dans la gâchette. Celui-là. Parmi les utilisations, il existe de nombreuses applications industrielles permettant mettre en œuvre ce type de redressement, à savoir le variateur de vitesse des moteurs à courant continu. Et cette application, c'est la plus pratique. Pourquoi? Parce qu'une machine à courant continu, MCC, pour varier sa vitesse, il faut agir sur la tension d'alimentation. Et comment agir sur la tension d'alimentation?
La MCC va consommer de la tension, ou bien elle va être alimentée par une tension continue. On doit pouvoir augmenter ou bien diminuer la valeur moyenne de cette tension. Et cela, bien sûr, on peut l'avoir en utilisant un redresseur commandé. Parce que dans les redresseurs non commandés, on n'a pas de moyen pour varier cette tension moyenne de sortie. Bien sûr, on peut l'utiliser dans le chauffage. Certains chauffages utilisent un redresseur commandé. Ils vont être alimentés par un courant continu. À l'intérieur, il y a un circuit de redressement qui va convertir de l'alternative vers le continu à travers, bien sûr, des gâchettes qui vont commander la valeur moyenne de la sortie. Ainsi, le fait d'augmenter la tension, ça va augmenter le courant. Et le fait d'augmenter le courant, il va chauffer les résistances. Et comme ça, on peut avoir du chauffage. Et il existe, bien sûr, beaucoup d'autres applications. Bien sûr, la machine à courant continu, on peut l'utiliser par exemple dans les TGV, vu son couple qui est énorme, etc. Un rappel du thyristor. Le thyristor va fonctionner comme une diode. Il a un anode, cathode. Le courant, ici, c'est le courant direct qui traverse la diode. Ça, c'est une diode, ou bien c'est un thyristor parfait. Dans le thyristor parfait, on ne mentionne pas le courant IS de saturation qui toujours existe. Et vous avez la tension VAK, c'est la tension entre anode et cathode. Dans les cours, on admet que la diode, elle est passante lorsque le VAK, ou bien la tension à ses bornes, elle est positive. Et réellement, lorsqu'elle dépasse 0,7 volts. Mais en réalité, c'est le courant qui doit être positif. Ça veut dire le courant direct doit être dans ce sens pour que la diode soit passante. Sinon, elle va être bloquée. Et qu'est-ce qui diffère entre les différentes diodes? C'est la nature de la charge. Je vais voir si vous avez des questions ici. C'est bon, pas de questions? Très bien. Et s'il vous plaît, essayez de me suivre ici, les différents chronogrammes pour bien comprendre le fonctionnement des thyristors. Alors, quelle est la différence majeure entre un thyristor et une diode? C'est que, en plus que la tension à ces bornes doit être positive, ce qui signifie que le courant direct doit être positif dans ce sens, vous devez avoir un courant de gâchette. Le courant de gâchette, c'est comme la poignée qui va vous ouvrir la porte, ou bien elle va laisser passer le courant, ou bien elle va laisser le thyristor passant. D'accord? Regardez. Alors, tant que la tension ici, regardez dans ce graphe, tant que la tension elle est négative, ça veut dire la tension VAK elle est négative, le thyristor il est bloqué. Lorsque la tension elle est positive, le thyristor il est toujours bloqué. Quand est-ce qu'il va être passant? C'est lorsqu'on a un courant de gâchette. Ça, c'est le courant de gâchette. Lorsque vous avez un courant de gâchette et que le VAK elle est supérieure ou égale à 0, là maintenant le thyristor il devient passant. Alors un thyristor peut être considéré comme une diode comportant une électrode de commande. L'électrode de commande, c'est la gâchette. On peut l'appeler gâchette ou bien électrode de commande. C'est celle qui est utilisée dans les pistolets pour tirer les balles. On l'appelle aussi des gâchettes. Alors, pour être amorcé, le thyristor doit recevoir une impulsion sur la gâchette, alors que la tension VAK est positive. Ça veut dire que vous devez avoir une tension VAK positive et en plus, un courant de gâchette. Un thyristor se bloque naturellement lorsque le courant IE qui le traverse s'annule. Bien sûr, lorsqu'il n'y a pas de courant qui le traverse, le thyristor se bloque naturellement. On peut le bloquer en lui appliquant une tension VAK négative. Si la tension à ces bornes est négative, ou bien il n'y a aucun courant qui le traverse, lui, il se bloque naturellement. D'accord? Très bien. Alors, essayons maintenant de voir ce graphe. Et suivez bien, s'il vous plaît. Ici, vous avez une source de tension alternative, sinusoïdale, à valeur moyenne nulle, branchée
sur une charge, bien sûr, résistive. C'est quoi la différence entre une charge résistive et inductive et capacitive? Ça, on l'a vu dans les séances. Parce que dans une charge résistive, il n'y a pas de déphasage entre la tension et le courant. Supposons que ça, c'est la tension. Le courant va avoir la même phase, mais une amplitude soit grande, soit petite. Ça dépend de la valeur de la résistance. Mais ce qui nous intéresse, c'est le déphasage. Puisqu'il n'y a pas de déphasage, tant que la tension VE elle est positive, le courant il va être positif. Si la tension s'annule, le courant s'annule. Si la tension elle est négative, le courant il est négatif. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, on considère un thyristor TH parfait. C'est celui-là. Parfait, ça veut dire il n'y a pas de tension de seuil, il n'y a pas de courant de saturation, etc. La tension d'alimentation VE s'écrit sous cette forme. VE de T est égal VE max. Le chapeau que vous voyez ici, ça signifie la valeur maximale. Sinus oméga T, ça veut dire il commence à l'origine de tout. On appelle delta l'angle de retard de l'amorçage. L'angle de retard de l'amorçage de quoi? C'est l'angle de retard d'amorçage de courant de gâchette. Ça, c'est le graphe des courants de gâchette. Suivez bien, s'il vous plaît. Vous avez ici le alpha. Il correspond à un temps de retard à l'amorçage tel que T de delta est égal à delta sur 2pi fois la période. Et en général, l'angle d'amorçage oméga t, qui est égal à θ, il est égal à delta plus 2k fois pi. Ça veut dire, normalement, il va apparaître, le delta, elle peut être 0, il peut être pi sur 6, elle peut être pi sur 7, selon la commande qu'on a appliquée à notre thyristor. Je vais voir vos questions. C'est bon, pas de questions? Très bien. Alors, on a dit que le courant de gâchette, il va apparaître après un retard. D'accord? Un retard qui est le delta. Et le delta apparaît à un θ qui est égal à delta plus 2k pi. Avec k, elle peut prendre les valeurs de 0 jusqu'à l'infini. C'est un nombre naturel, ça veut dire qu'il va prendre 0, 1, 2, 3, 4, etc. Alors, si c'est 0, le θ est égal à delta. Si k est égal à 1, le θ est égal à delta plus 2pi. Ça veut dire qu'il va apparaître après une période. Après, il va apparaître après 4pi, 6pi, etc. Et on va maintenant pouvoir tracer la sortie Vs aux bornes de la diode. Puisque la charge elle est résistive, il n'y a pas un déphasage entre le courant et la tension. C'est très important. Lorsqu'il n'y a pas un déphasage entre le courant et la tension, je répète, la tension, lorsque la tension est positive, le courant est positif. Lorsque la tension est négative, le courant il est négatif. Très très bien. Alors, essayons maintenant de voir le fonctionnement. Comment peut-on tracer ce graphe ici? Alors, quel que soit l'état de TH, si on applique ici la loi de May, on va trouver que VE est égal à VAK plus VS. Maintenant, vous avez soit VS, VE est positif, soit VE est négatif, parce que c'est une tension alternative. On va voir, on va pouvoir étudier dans les différents états. Alors, si VE, c'est la tension d'alimentation, elle est positive, cela implique que VAK, il est positif. Lorsque VAK, il est positif, cela signifie que le courant I
qui traverse la diode, ou bien qui traverse le thyristor, il est positif. Ça veut dire, le thyristor, il devient amorcé. Il devient amorcé, ça ne signifie pas qu'il est passant. Il devient amorcé, ça veut dire, on peut dire qu'il est prêt à être passant. S'il n'y a pas de courant de gâchette, bien sûr, lui, il est prêt à être, si c'était une diode, il va être passant. Maintenant, lui, c'est un thyristor. Il va être amorcé. Et il n'y a pas de courant de gâchette. Ça veut dire qu'il va rester bloqué. Et IS, ça veut dire le courant de sortie, il est égal à 0. Si le courant de sortie est égal à 0, on sait que le VS est égal R fois IS. Ça veut dire que VS est égal à 0. Ça veut dire, lorsque VS est égal à 0, d'après la loi de Mike qu'on a tracée ici, ça veut dire que VAK est égal à VE. Alors, si on veut tracer le VAK, le VAK maintenant, il va être où? Regardez, le VAK, il va être ici. Tant qu'il n'y a pas de courant de gâchette, il n'y a pas, le thyristor il ne devient pas passant. Vous avez, si je veux tracer le VAK, je vais le tracer en rouge, il va être comme ça. De 0 jusqu'au delta. Elle va être égale, vous allez avoir VAK est égal à VE. Très bien. Je vais effacer ici. Alors, VAK est égal à VE. De 0 jusqu'au delta. Maintenant, si vous avez une impulsion de courant de gâchette qui est suffisante, ça veut dire qui est suffisante pour que le thyristor ici devienne passant. Maintenant, le thyristor, puisque la tension à ses bornes elle est positive, et puisque le courant qui circule, ou bien le courant direct qui le traverse il est positif, et vous avez un courant de gâchette, le thyristor devient passant. Dans ce cas, lorsque le thyristor il est passant, VAK va s'annuler. Le VAK il va s'annuler. Il n'y aura plus de VAK. Regardez, VAK est égal à 0. Ça veut dire que VS est égal à VE. Vous allez avoir, regardez la courbe de VS. Lorsqu'il n'y a pas de courant de gâchette, elle était nulle. Maintenant, lorsqu'il y a courant de gâchette, elle va être égale à VE. Jusqu'au pi, jusqu'à cette valeur. Et IS, bien évidemment, c'est tout simplement, c'est VE sur R. C'est toujours, c'est VE est égal R IS. D'accord? Très bien. Et maintenant, le VAK, il va être nul. Si je veux tracer le VAK ici, le VAK, il va être nul. De delta jusqu'au pi. Maintenant, à votre avis, lorsque la tension VAK elle est négative, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, lorsque VAK elle est positive, ou bien lorsque VE elle va être égale à 0, qu'est-ce qu'on va avoir? Si on applique cette loi, lorsque le VAK ou le VE est égal à 0, le thyristor va se bloquer naturellement. Il va se bloquer naturellement, exactement. Alors, regarde. Ici, vous avez maintenant VE de t est égal à 0. À ce moment-là, lorsque VE de t est égal à 0, ça veut dire IS est égal à 0. Le courant qui traverse le thyristor est égal à 0. Et comme on a dit, le thyristor se bloque naturellement. Ça veut dire qu'il devient bloqué. Maintenant, lorsque VE de t il est inférieur à 0, c'est dans ce cas, et dans ce cas, VAK il est inférieur à 0, et le thyristor ne peut pas être amorcé, même si ici on insère un courant de gâchette à ce moment, le thyristor il est toujours bloqué. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de deux conditions. La tension à ses bornes qui est positive et l'apparition d'un courant de gâchette. Et finalement, on peut tracer bien sûr les différents graphes, comme ça. Si je veux tracer maintenant la tension VAK, on a dit que lorsque le thyristor est bloqué, le VAK est égal à VE.
Lorsqu'il y a un courant de gâchette, le thyristor devient passant et le VAK devient nul jusqu'à ce moment. Et ici, on est à 0. Lorsque le VAK elle est inférieure à 0, le thyristor il est bloqué, et on a le VE est égal à VAK. Ça veut dire elle va être comme ça jusqu'au ce moment, et elle va augmenter. Lorsqu'il y a un courant de gâchette, le thyristor devient passant, le VAK devient nul jusqu'au pi, et il va répéter la même forme jusqu'à l'infini. Alors ça, c'est la courbe de VAK, et ça, c'est la courbe de la tension VS au bord de la diode. Lorsque vous avez VE il est positif et vous avez un courant de gâchette, le VS est égal à VE. Lorsque la tension est négative, le thyristor il est bloqué, le VS est égal à 0, jusqu'à avoir les deux conditions encore. Ça veut dire V est positif et le courant de gâchette et le VS il va apparaître. Et c'est ça le chronogramme de ce circuit. C'est clair, j'espère. Essayez de prendre, s'il vous plaît, le VAK ici, de le tracer. Et là, cette courbe. Très bien. Alors maintenant, on a dit que dans l'électronique de puissance, ce qui nous intéresse, c'est notamment la valeur moyenne de la tension de sortie. Et qui dit la valeur moyenne, on peut calculer le facteur de puissance, on peut calculer le facteur d'ondulation, le facteur de fond, le taux d'ondulation, ou bien le facteur de fond. Et c'est ce qu'on va voir. Alors, comment maintenant calculer la valeur moyenne de la tension de sortie? La tension de sortie qui était au bord de la diode. Bien sûr, on sait que Vs moyenne est égal à 1 sur T, l'intégrale 0 à T, V de T au dt. Et bien sûr, la période de notre signal est égale à combien? Regardez, le signal sinusoïdal, la période, c'est quand est-ce que le signal va répéter la même forme. Ici, le signal sinusoïdal répète la même forme après 2π. Regardez ici. Notre signal répète sa forme après combien? Vous avez ici cette valeur. Ici, c'est 0. Ici, c'est pi. Ici, c'est 2π. Ici, c'est delta. Ça veut dire qu'il va répéter la même forme après aussi chaque 2π. Alors, c'est ça sa période. Très bien. Alors, on peut écrire que le Vs est égal à Ve sur 2π, c'est la valeur de t, de combien? Alors, de 0 à delta, il est nul. Ça veut dire qu'il va commencer l'intégrale, on va le borner de delta jusqu'au pi, parce que cette valeur, elle est pi. Elle correspond à cette valeur, regarde. Ça, c'est pi, et ça, c'est delta. Alors, il commence de delta jusqu'au pi, qui correspond à cette valeur et à cette valeur. Alors, vous avez Vs est égal Ve sur 2π, de delta jusqu'au pi, de sinus θ, parce que le θ est égal à oméga t. Dθ, qui est égal à Ve maximal. Bien sûr, on a fait sortir le Ve max, parce qu'elle est constante. Et l'intégrale de sinus, c'est moins cosinus θ, de delta jusqu'au pi, qui est égal à moins cosinus de pi, plus cosinus de delta. Avec moins avec moins, ça devient plus. Et qui nous donne à la fin est égal à Ve sur 2π, facteur de 1 plus cos de delta, et la formule finale de Vs moyenne est écrite sous cette forme. C'est 1 plus cos delta sur 2π fois le Ve. Qui peut me rappeler de la formule d'une seule diode? Dans une diode, le delta est égal à 0. Ça veut dire, pour une diode, si on remplace le delta par 0, ça devient cosinus 0 et ça devient
2 sur 2pi fois le VE, qui vous donne VE sur pi. C'est ça la forme ou bien la valeur moyenne lorsqu'on a une diode. Maintenant, lorsque vous avez un thyristor, vous allez avoir un angle de commande. Et bien sûr, le IS est égal à VS sur R qui va vous donner cette valeur. J'espère que c'est clair ici. Pour un seul thyristor, vous allez avoir la valeur moyenne qui dépend de l'angle. Si on veut maintenant voir la courbe de la valeur moyenne par rapport à l'angle, on peut avoir cette courbe-là. Bien sûr, le VS, comme on a calculé, est égal à 1 plus cosinus de delta sur 2pi fois le VE maximal. Cette équation, ou bien la valeur de la tension, elle est maximale lorsque le cosinus de delta, il est maximal. Et quand est-ce que le cosinus de delta, il est maximal? Normalement, le cosinus, il est borné entre quoi et quoi? Entre moins 1 et 1. Bien sûr, lorsqu'il est maximal, ça doit être cosinus delta est égal à 1. Et quand est-ce que le cosinus delta est égal à 1? C'est lorsque le delta est égal à 0. Alors, à 0, vous avez une valeur maximale. Cette valeur maximale qui correspond à quoi? Si vous remplacez le cosinus par 0, ça devient égal à 1. Ça devient 2 sur 2pi. Vous pouvez éliminer 2 avec 2 et ça reste VE sur pi. Alors ça, c'est la valeur maximale. Et quand est-ce que... Et la courbe, bien sûr, elle va décroître de cette façon comme ça, d'une façon cosinus, d'accord, jusqu'au 0, à pi. Parce que à pi, vous avez le cosinus pi est égal à moins 1, et 1 moins 1, ça devient 0. Et c'est ça la courbe de réglage en fonction, bien sûr, de l'angle d'amorçage de votre thyristor. Regardez ici que vous pouvez varier la valeur moyenne en fonction de l'angle. Par exemple, si vous avez, et ça, c'est pas le cas, ça, c'est juste un circuit simple pour bien étudier les thyristors. Si vous avez une machine à courant continu, vous pouvez soit augmenter, soit diminuer la valeur moyenne en agissant sur le delta toute seule. C'est clair? Alors, essayons de voir d'autres montages pour bien comprendre. Bien sûr, je vous invite à calculer le facteur de puissance, ici, le facteur de forme et le taux d'ondulation de ce circuit-là. D'accord? Alors, si on veut voir quels sont les avantages et les inconvénients de ce circuit. Bien sûr, vous avez ici le VS, le IS et le VAK, ils ont la même période. Parce que, comme vous avez remarqué, le VS, la période de VS était 2pi. Et la période de VE était 2pi. Aussi, bien sûr, la période de IS était 2pi. Le thyristor doit aussi supporter en inverse le VE. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez bien, lorsqu'on a tracé ici le VAK, la tension au bord des thyristors, ici, elle était égale, je vais utiliser une autre couleur. Lorsqu'on a tracé le VAK, la tension au bord des thyristors, c'est celle-là. D'accord? Vous bien ici. Lorsqu'on a tracé la tension au bord des thyristors, qu'est-ce qu'on a vu? Que la tension au bord des thyristors est égale à VE ou bien est égale à moins VE. C'est clair? Ça veut dire que, si vous vous rappelez la courbe d'une diode, la courbe d'une diode, elle est comment? Ou bien d'un thyristor. Vous avez ici le courant de saturation et une courbe comme ça. Et ici, c'est le moment où votre diode elle est passante. Concernant un thyristor, il va être comme ça. C'est la seule différence. Ici, regardez, vous avez une tension inverse. Une tension inverse qui va faire, on peut dire que le claquage de votre diode, elle va devenir passante. Ça veut dire que la tension inverse doit être aussi supportée par votre thyristor. Et c'est pour cela que le thyristor doit supporter en inverse le VE. Ça veut dire que vous devez utiliser le thyristor qui supporte le VE en inverse. Sinon, il ne va pas fonctionner. Le courant
IS est égal à VS sur R, ça s'annule périodiquement. Nous sommes en régime de conduction discontinue parce que vous avez un moment le courant et il s'annule. Le courant apparaît et il s'annule. C'est un régime discontinu. Et en pratique, en industrie, on s'assure que les thyristors s'amorcent, on envoie sur leur gâchette un train d'impulsion et non pas une seule impulsion. Pourquoi? Pour qu'on s'assure qu'il y aura un amorçage ou bien une conduction. On fait un train comme ça d'impulsion qui ont une distance dans le temps très réduite. Le problème avec ce montage, c'est un mauvais rendement du dispositif. L'alternance, elle est négative. L'alternance négative, elle est éliminée. Nous, on souhaite aussi que l'alternance négative devient positive. Pourquoi? Pour diminuer l'ondulation dans notre signal. Pourquoi? Parce que vers la fin, on veut un signal qui est continu, ou bien une tension qui est continue avec un courant qui est continu. Ce qu'on appelle le lissage de courant. Alors, des questions pour ce circuit avant de passer à un autre circuit? Je vais voir vos commentaires. Vous avez des questions? Très bien. Alors, ce circuit vous rappelle d'un circuit double alternance non commandé à diode. On l'a utilisé pour une diode. Maintenant, regardez, on l'utilise pour des thyristors. La première chose que vous devez vérifier, c'est la nature de la charge. Soit pour les diodes, soit pour les thyristors. Mais généralement, pour les thyristors, la nature de charge, elle est très critique. Regardez ici, vous avez une charge résistive. Une charge résistive, je le répète toujours, la tension, elle est en phase avec le courant. Si la tension positive, le courant positif. Si la tension négative, le courant, il est négatif. Et en pratique, quand est-ce que le thyristor, il est passant? C'est lorsque le courant qui le traverse, il est positif et vous avez un courant de gâchette. Pour la diode, c'est lorsque le courant qui le traverse, il est positif. Mais par convention, on a dit que lorsque la tension à ces bornes, elle est positive. Alors voilà. Ici, vous avez le pont P2 sur une charge résistive. Le thyristor toujours son supposé parfait. Vous avez V1 qui est égal à V max. Et ça, c'est un transformateur. Vous avez ici le primaire. Ici, vous avez le secondaire. Dans le secondaire, on l'a divisé en deux. On a la tension V1 et on a pris la tension VE. La tension V1 et V2, ils sont opposés. Si vous avez V1 est égal V max sinus oméga t, le V2 est égal moins V max sinus oméga t. Et les deux, ils ont une fréquence à 50 Hz. Alors, la commande des thyristors est synchronisée sur le réseau avec un retard d'amorçage de T de delta. La mise en conduction, c'est toujours comme le premier montage. On a le θ est égal le delta plus 2 K pi. Bien sûr, le delta, on peut dire que le delta du premier thyristor est égal au delta du premier thyristor et le θ du deuxième thyristor est égal au delta du deuxième thyristor plus le 2 K pi. Avec un retard, bien sûr, de pi pour le deuxième. Si vous avez ici le deuxième, un retard de pi. Ici, on peut le voir d'une manière claire. Regardez ici, ça c'est le V1, c'est la tension V1, et ça c'est la tension, et celle-là c'est la tension V2. Ils ont la même fréquence, la même amplitude, mais le déphasage, ils sont déphasés de pi, ou bien V1 est égal moins VE, V2 de t. Alors, les courants de gâchette, le deuxième thyristor, ça c'est le deuxième thyristor, ils vont apparaître retardés avec un pi, d'accord, de période de 2 pi. Très bien. Le courant de gâchette du premier thyristor,
c'est celui-là. Ils vont apparaître à cet instant-là. Ils vont se répéter après un pi. La première remarque que vous devez faire, c'est que ce montage, est-ce qu'il est à anode commun ou bien à cathode commun? Ici, toujours, c'est l'anode. Ici, toujours, c'est la cathode. Regardez ici. Ce montage, il est à cathode commun. Ici, sans entrer dans les détails, on peut tracer ça d'une manière graphique. Et puis, on va voir les détails numériques, comment on a pu faire ça. Puisque vous avez ici à cathode commun, ça veut dire que c'est le montage le plus positif. Il va laisser passer la tension la plus positive. D'accord? Très bien. Ce montage, il va laisser la tension la plus positive, c'est elle qui va sortir vers la fin. Quand est-ce que le thyristor devient passant? Il faut rappeler les deux conditions. VAK supérieur à 0 et vous avez le courant de gâchette. Essayons maintenant de voir. Ici, vous avez, essayons de tracer ici le VS, ou bien essayons de comprendre comment a été tracé. À 0, vous n'avez pas de courant qui circule, ça veut dire les deux sont naturellement bloqués. De 0 jusqu'au pi, alors dans cette période-là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le V1 qui est la plus positive. Ça veut dire que le thyristor TH1 qui va fonctionner. Mais il va fonctionner quand? C'est lorsque il y a un courant de gâchette. Regarde, ici, il va être égal à 0. Lorsqu'il y a un courant de gâchette, maintenant, il va laisser passer la tension la plus positive. Jusqu'au où? Jusqu'à ce que la tension s'annule. Et voilà, le V1 ne devient plus la plus positive et le thyristor devient bloqué. Il devient bloqué jusqu'au quel moment? Vous avez dans cette phase le V2 qui est la plus positive. Ça veut dire que le TH2, ou bien le thyristor 2, qui va fonctionner. Mais il va fonctionner quand? C'est lorsque aussi il y a un courant de gâchette dans sa gâchette ici. Et maintenant, il va commencer à conduire jusqu'à ce que la tension s'annule et ce circuit, il va se répéter jusqu'à ce qu'on éteigne l'alimentation V1. D'accord? Essayons maintenant de voir le fonctionnement d'une manière en utilisant des équations. Alors, pour θ entre 0 et pi, pour θ entre 0 et pi, vous avez V1 de t, il est positif. Entre 0 et pi, vous avez le V1, il est positif. Et le VE, il est négatif. Ça veut dire que le VT1 peut s'amorcer, le VT2 ne peut pas s'amorcer parce que lui, il va laisser passer la tension la plus positive. Tant que le θ il est inférieur à delta, le T1 et T2, ils sont bloqués. Ça veut dire que IS, la tension de sortie ici, est égale à IT1, qui est égal à IT2, elle est nulle, il n'y a pas de IS. VS, elle est 0, et le VT1 est égal à V1 supérieur à 0, VT2 est égal à V2 inférieur à 0. Ici, si on veut tracer la courbe de V1, ici, je vais le tracer ici toujours dans la courbe de VTH1, si je veux le tracer. Lorsque il n'y a pas de courant de gâchette, regardez bien ici, le VT1 est égal à V1 supérieur à 0. Alors, est égal à V1. Très bien. Alors maintenant, ici est égal à V1. Ça, c'est le VTH1. A θ est égal à delta. On amorce le TH1. Ça veut dire on envoie un courant de gâchette ici. Le VTH1 maintenant, il devient passante. Lorsqu'il est passante, le VTH1 est égal à 0. Le VTH1 est égal à 0. Le VS est égal à V1 supérieur à 0. Ça, c'est le VS. Regardez, ça, c'est VS. Supérieur à 0. Et le VS
est égal à V1. Et bien sûr, le ITH1, le courant qui va circuler ici, le ITH1 est égal à V1 sur R, bien évidemment. Le ITH2 est égal à 0, le VTH2 est égal à V2 moins le V1. Pourquoi? Parce que regardez, si on va faire la loi de May ici, regardez bien, on va faire la loi de May dans cette valeur-là, la loi de May dans cette valeur. Qu'est-ce qu'on va voir? Que le VTH2 moins V2 plus V1 moins VTH1 est égal à 0. Et ici, vous avez le VTH1 est égal à 0. Qu'est-ce qui reste? C'est que le VTH1, le VTH2 est égal à V2 moins V1, qui vous donne, puisque le V2 est égal à moins V1, qui vous donne que le VTH2 est égal à moins 2V1, qui est inférieur à 0. Très bien. On continue ici. Alors, on a ici le VAK, était comme ça, et ça était comme ça. Alors maintenant, pour pi, elle est entre, pour le θ, elle est entre pi et 2pi. Ça veut dire, dans cette phase, vous avez le V1 qui est la plus négative et V2 qui est la plus positive. Ça veut dire que le V2 qui peut être s'amorcer. Mais quand est-ce qu'il va être amorcé? C'est lorsqu'on a un courant de gâchette. Bien sûr, lorsqu'il n'y a pas un courant de gâchette, le IS est égal à 0, le VS est égal à 0, le VT1 est égal à V1. Regarde. Ah, c'est bon. Le V1 est égal, le VTH1 est égal à V1. Et le V1, il est où? Le V1, il est comme ça. Il va être égal à cette valeur. Ça veut dire de pi jusqu'au le courant de gâchette. Alors, on a tracé cette courbe-là jusqu'au ici. Cette courbe-là, ça c'est toujours le VTH1. D'accord? Maintenant, lorsque θ est égal à pi plus delta, eh bien, il se situe entre cette valeur et cette valeur. Qu'est-ce qu'on a? On a l'apparition du courant de gâchette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le VT de H2 est égal à 0. Le VS est égal à V2. Monsieur, Oui? vous pouvez réexpliquer le montage? Vous voulez que je réexplique le montage ici? Oui, monsieur. D'accord. Alors, je vais insérer ici une page vierge. Alors, le montage qu'on a, c'est celui-là. Je peux l'écrire sous cette forme. Vous avez ici un thyristor, un deuxième thyristor, qui a cathode commun, au borne d'une résistance. Ici, vous avez V2. Ici, vous avez le V1. D'accord? Ça, c'est l'équivalent de ce montage. Très bien. On a dit que le V1 et le V2, ils ont la même amplitude et la même fréquence, mais ils sont déphasés. Ça, c'est le V1 et l'autre, c'est V2. Quand est-ce que le thyristor devient passant? C'est lorsque la tension assez borne est positive. Pourquoi? Parce qu'on a ici une charge résistive. Il n'y a pas de déphasage entre le courant et la tension. Alors, le thyristor, il est passant lorsque la tension assez borne est positive et on a un courant de gâchette. C'est clair ça? Très bien. Et puisque ce montage, si vous vous rappelez bien, c'est quel montage? C'est le montage à cathode commun. Le montage à cathode commun, c'est un commutateur plus positif.
Ça veut dire il va laisser la tension la plus positive. Alors, entre 0 et pi, où est la tension la plus positive? C'est la tension V1. D'accord? Qui est au bord de quel thyristor? Le thyristor TH1. C'est ce montage. C'est le thyristor TH1. Ça veut dire que le TH1 qui peut être amorcé. D'accord? C'est ce qui est écrit ici. Mais quand amorcé, ça veut dire il est prêt à devenir conducteur. Mais quand est-ce qu'il va conduire? C'est lorsque la tension, ça c'est la courant de gâchette du premier thyristor. L'autre, c'est le courant de gâchette du deuxième thyristor. Il doit y avoir deux conditions, la tension positive et un courant de gâchette. De 0 à cette valeur, vous n'avez pas de courant de gâchette. Ça veut dire que la tension Vs, elle est négative. Mais lorsque vous avez un courant de gâchette, la tension, elle va être, le thyristor, il va devenir passant, et la tension, bien sûr, VE, va être égale à Vs. D'accord? Comment on a pu faire ça? Prenez juste cette maille, la maille que je vais tracer ici. Essayez de dresser la loi de Maille. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir que le V1 est égal VTH1 plus Vs. Lorsque le thyristor il est passant, le VTH1 est égal à 0. Et ça veut dire que vous allez avoir V1 est égal à Vs. Et vous allez avoir cette courbe. D'accord? Maintenant, on vient à cette étape. Lorsque maintenant V2 est la plus positive. Lorsque V2 est la plus positive, cela va amorcer le thyristor 2. Mais il ne devient pas passant. Quand est-ce qu'il va être passant? C'est lorsqu'il y a un courant de gâchette dans la cathode de commande. Ici. Alors, il va être égal à 0 jusqu'à l'apparition du courant de gâchette. Et la tension à ces vents, elle va être Vs, elle va être égale à V2. Regardez. Si on considère la loi de Maille ici, qu'est-ce que vous allez avoir? Que le V2 est égal à quoi? V2 est égal à VTH2 plus Vs. Lorsque le thyristor 2 est passant, le VTH2 est nul et le V2 est égal à Vs, et vous allez avoir cette courbe. Et cette courbe qui va se répéter d'une manière permanente jusqu'à éteindre, bien sûr, l'alimentation ici. C'est clair ici pour le Vs? D'accord? Oui, monsieur, c'est clair. Très bien. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le traçage de VAK. Soit, c'est pas VAK, c'est VTH1, ou bien c'est VAK1. C'est la tension au bord de thyristor 1, ou bien la tension au bord de thyristor 2. C'est ce qu'on cherche à tracer maintenant. Essayons maintenant d'effacer tout ça. Et essayons de voir. Regardez bien. On est toujours dans la condition, le V1 est la plus positive. Ça veut dire que c'est le VTH1 qui va être amorcé. Essayons maintenant de tracer le VTH1. Je vais le tracer ici. Le VTH1, je vais le tracer ici. Alors, on est dans cette phase-là, dans la plus positive. Normalement, le VTH1, ou bien le thyristor, il va devenir passant à condition qu'il y ait un courant de gâchette. Ça veut dire, de cette période jusqu'à cette période, il n'y a pas de courant de gâchette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, le thyristor, il est bloqué. Lorsque le thyristor il est bloqué, regardez bien, le courant I ici, I est égal à 0. Ça veut dire aucun courant ne va circuler par la résistance. Et puisque la résistance, ou bien
la tension ici, Vs est égal à RIS, ça veut dire que Vs est égal à 0. Et on sait que d'après la loi de May qu'on vient de faire, la loi de May ici, qu'est-ce qu'on a? La loi de May ici, on a le V1 est égal à Vs plus V AK 1. D'accord? Ici, vous avez Vs est égal à 0. Ça veut dire V1 est égal à VK1. Ça veut dire VK1, elle va être égale à V1. Elle va prendre la même valeur que le V1. Maintenant, lorsqu'il y a un courant de gâchette, le thyristor devient bloqué. Ça veut dire bloqué, ça veut dire est égal à 0 jusqu'à cette valeur. Très bien. Et on va attendre. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? On a, je vais voir ici, en ce moment-là, alors je vais refaire le VAK jusqu'ici et je vais m'arrêter. En ce moment-là, c'est le V2 qui est la plus positive. Ça veut dire que le VT2 qui peut être amorcé. Mais elle ne va pas être amorcée. Pourquoi? Parce que le courant de gâchette, il n'a pas encore apparu. Alors ici, qu'est-ce que je peux déduire? Je peux faire toujours la loi de May ici. La loi de May ici, c'est V1 qui est égal VAK 1 plus VS. D'accord? Alors, lorsque toujours le thyristor 2 n'a pas encore reçu de gâchette, toujours, il est bloqué. Et on a toujours le TH1 qui est bloqué. Ça veut dire que le VS, bloqué, ça veut dire quoi? Aucun courant ne va circuler dans la résistance et le VS est égal à 0. Toujours le V1 est égal à VAK. Où est le V1 ici? Le V1, c'est la partie négative. Regardez. Le V1, c'est là. Ça, c'est V1. Ce qui est en rouge, c'est V2. Ça veut dire maintenant, si je veux tracer le VAK, VAK est égal à V1. Elle va être comme ça. C'est clair? Mais maintenant, regardez. La chose la plus intéressante, c'est lorsque maintenant, vous avez ici, en ce moment, vous avez le courant de gâchette sur TH2. Lorsque vous avez le courant de gâchette sur le TH2, qu'est-ce qui va se passer? Le TH2 va être passant. Si je considère cette loi de May, d'accord? Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir le V2 est égal VTH2 plus le VS. Puisque en ce moment, le TH2 devient passant, pourquoi? Parce que la tension à ces bornes, le V2 est positif et il a reçu le courant de gâchette, le V2 est égal à VS. Très très bien. Le V2 est égal à VS. Ça veut dire que si je considère la première loi de May, toujours le VAK elle est bloqué, le VS est égal à combien? Le VS est égal à V2. Je vais avoir quoi? Je vais avoir que le VAK est égal à V1 moins le VS. Le VS c'est quoi? Le VS c'est V2 est égal à V1 moins V2. Et je sais que V1 est égal à moins V2. Ça veut dire qu'il est égal à combien? Est égal à moins quoi? V2 fois V2. N'est-ce pas? Ça veut dire que VAK dans ce moment est égal à moins 2V2. 2 fois V2. Ça veut dire comment je peux le tracer? Ça veut dire en ce moment, je ne vais plus avoir V2, je ne vais plus avoir V1, mais 2 fois V1. Ou bien moins 2 fois V2. Et je vais avoir cette valeur comme ça. Jusqu'au-ici. C'est clair cette courbe ici? Monsieur, j'ai pas compris pourquoi moins de V2.
Alors, je vais répéter. Je vais avoir une... Je vais répéter ici. Très bien. Alors, regardez, on a ici combien de mailles? On a 3 mailles. On a 3. Ici, c'est la première. Ici, c'est la deuxième. D'accord? Et ici, c'est la troisième. Alors, essayons de faire les équations de chaque maille pour bien comprendre. La première équation vient l'équation de la première maille. Qu'est-ce qu'on a? La maille qui est en rouge. Qu'est-ce qu'on a? On a V2, n'est-ce pas? Moins VT2 plus VT1 moins V1 est égal à 0. N'est-ce pas? Très bien. On a la maille qui est en vert. Qu'est-ce qu'on a? On a V1 qui est égal à VT1 plus VS. Et la maille qui est en bleu, vous avez V2 est égal VT2 plus VS. Ça, ce sont les 3 équations qui existent ici. Ici, vous avez V1 la plus positive. Ici, vous avez V2, V2 qui est la plus positive. Bien sûr, ici, c'est le V2 qui est égal à la plus positive. Ça, ce sont les courants de gâchette de I2. Et ça, ce sont les courants de gâchette du premier thyristor. Ce qui nous intéresse, on a dit qu'on doit tracer le VAK. Le VAK, le VTH1. C'est ce qu'on veut tracer. Alors, je vais le tracer en une autre couleur. Je vais tracer cette tension. Ça, c'est un commutateur le plus positif. Ici, la tension la plus positive, elle est entre 0 et pi. Alors, entre 0 et pi, vous avez la tension la plus positive, c'est le V1. Ça veut dire, ce qui signifie que le TH1, ou bien le premier thyristor, il va s'amorcer. Mais il va devenir passant qu'après avoir reçu le courant de gâchette. S'il n'a pas reçu le courant de gâchette, il est toujours bloqué. Les deux sont bloqués. Ça veut dire, regardez ici. Lorsque lui, il est toujours bloqué, il n'y a pas de courant qui circule dans la résistance, n'est-ce pas? Ça veut dire que Vs est égal à 0. Ça veut dire que V2, ça veut dire que V1 est égal à quoi? Regardez ici, V1 est égal à VT1. Parce que Vs est égal à 0. Pourquoi? Parce que les deux sont bloqués. Le courant ici, il est nul. Alors, puisque le V1 est égal à VT1, il va avoir cette courbe-là. Maintenant, lorsque maintenant le thyristor devient passant. Le thyristor devient passant. Qu'est-ce qu'on va avoir? Lorsque le thyristor devient passant, on est où? Le VT1 est égal à 0. D'accord? Le VT1 est égal à 0. Et le V1 est égal à Vs. Vous voyez? Le V1 est égal à Vs. Alors ici est égal à 0. Très bien. Maintenant, on a sorti du moment où la tension V1 est la plus positive et on entre dans la tension V2 est la plus positive. Dans la tension V2 la plus positive, c'est le thyristor 2 qui va être amorcé. C'est celui-là qui va être amorcé.
Tant qu'il n'y a pas de courant de gâchette, toujours le thyristor 1 il est bloqué, le thyristor 2 il est bloqué, le courant IS ne va pas circuler dans la résistance. Ça veut dire que VS est égal à 0. Ça veut dire que lorsque vous avez VS est égal à 0, toujours vous avez cette équation. Le V1 est égal à VT1. Le VT1 il est comme ici. Maintenant, il est négatif parce que c'est celle qui est en rouge. Et le VT1, le V1 est égal à VT1, il va prendre la même forme. C'est bon? Maintenant, le thyristor devient passant ici. Ça veut dire que VT2 est égal à 0. Lorsque le thyristor 2 il est passant, la tension AC1 est égale à 0. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir que le V2 est égal à VS. C'est clair? Le V2 est égal à VS. Je vais effacer ça. Maintenant, VS est égal à combien? VS est égal à V2. Ici, je peux mentionner V2. D'accord? Et je vais avoir VT1 est égal à quoi? Est égal à V1 moins V2. Et je sais que moi, d'après ici la formule, que V1 est égal à moins V2. N'est-ce pas? C'est d'après la courbe et d'après l'énoncé de cette partie. Je vais remplacer. Ça veut dire que moins V2 est égal à quoi? Le moins V2 est égal à V1. Ça veut dire le VTH1 est égal à VTH1 est égal 2 fois V1. Ou bien moins 2 fois V2. C'est la même chose. Et je vais pouvoir ici tracer ma courbe. Alors ici, elle va avoir, ici c'est V1, et maintenant ici c'est 2 fois V1. Elle va avoir cette valeur jusqu'au 0. Alors ça, c'est V1, et ça c'est 2 fois V1. Son amplitude elle va être doublée en 2, jusqu'au 0. Et il va répéter la formule. Ici, il va être égal à cette valeur. 0, V1, 2 fois V1, jusqu'au ici, V1 et 0. Et c'est ça la courbe de VH1. C'est clair? Oui, c'est clair, merci, monsieur. Avec plaisir. Très bien. Maintenant, on va pouvoir continuer. On a tracé la tension VS au vent de la résistance et la tension VTH1. Et bien sûr, la tension VTH2, elle aura la même courbe que celle de VTH1, mais juste décalée par un pi, tout simplement. Elle va être comme ça. Elle va être décalée. Elle va être comme ça, 0, comme ça, 2 fois, et comme ça. C'est clair? C'est comme ça. Quelque chose comme ça, mais juste décalé. Vous allez décaler le VT1 par pi. Très, très bien. Alors maintenant, on va pouvoir tracer la tension redressée. Regardez ici, c'est ça, la courbe de VS. D'accord? Regardez, c'est quoi la période de VS? Le VS va répéter sa forme après un pi, et non pas 2pi. D'accord? Parce que regardez, dans 2pi, ça c'est 0, ça c'est 2pi. Dans 2pi, vous avez deux alternances. Ça veut dire sa période est égale à pi. Et puisque VS c'est 1, le VS moyenne est égal à 1 sur T intégrale 0T V de T dt. Général, on utilise V de θ dθ. Ici, c'est T. D'accord? Regardez bien que si on considère juste une alternance, sa période, c'est pi. Je vais prendre la couleur jaune. Si je considère juste une alternance, celle-là, sa période elle est à pi. Je peux faire sortir le Vmax de l'intégrale parce qu'il est constant. Et je vais borner mon intégrale de delta jusqu'au pi. Bien sûr, sinus, après avoir fait l'intégrale, je vais avoir cette valeur.
Ça veut dire que la valeur moyenne de cette tension, c'est combien? C'est 1 plus cosinus delta sur pi. L'autre était combien? C'est 1 plus cosinus delta sur 2pi. D'accord? Dans un simple alternance. Ici, double alternance, vous avez sur pi Vmax. Ça, c'est Vmax. Et la résistance, ou bien le courant, il va être égal à combien? Le courant, c'est toujours, on va diviser par R pour avoir le courant. C'est clair? Et maintenant, essayons de voir aussi la courbe de Vs en fonction de l'angle d'amorçage delta. Et on va trouver que la valeur moyenne, elle est maximale lorsque le cosinus et le maximal est égal à 2 pour une valeur de combien? 1 plus 1 sur pi, ça vous donne 2 Vmax sur pi. Vous voyez bien ici que la valeur maximale de la tension, elle est très supérieure, ou bien double fois la valeur du premier montage. Et elle va diminuer jusqu'au pi. Lorsque le cosinus est égal à pi, le delta est égal à pi, le cosinus de pi est égal à moins 1, et vous allez avoir la tension moyenne qui est nulle. Et comme ça, on peut varier, regardez bien, on peut varier la valeur moyenne aux bornes de la résistance. Supposons que la résistance est un chauffage, je peux augmenter ou bien diminuer le chauffage en fonction de l'angle d'amorçage de mes thyristors. C'est clair ici? Je vais voir vos questions dans les commentaires. Si vous avez des questions, s'il vous plaît. Non, monsieur, c'est clair. Très bien. Alors, tout cela, vous pouvez éteindre vos microphones, s'il vous plaît. Monsieur. Monsieur Isley, essaie d'éteindre ton microphone. Très bien. Alors, si vous avez bien remarqué que tout cela était pour une charge qui est résistive. Pour une charge résistive, rappelez bien, lorsque la tension s'annule, ou bien elle est négative, le thyristor devient bloqué. C'est clair? Pourquoi? Parce qu'en réalité, le thyristor devient bloqué lorsque le courant qui le traverse, il est nul. Lorsque le courant qui le traverse, ID, inférieur ou égal à 0. Lorsqu'il est toujours supérieur à 0, toujours la diode ou bien le thyristor, il est passé. Dans le cas d'une résistance, on n'a pas ce problème. Toujours le courant suit la tension. Mais dans le cas d'une inductance, on a un décalage, on a un retard. Si vous vous rappelez bien, ça on l'a démontré dans le cours précédemment. Alors essayons de voir quelques remarques pour ce montage. Alors la période de la tension redressée, bien sûr, est pi. C'est clair? Et non pas 2pi, comme le premier montage. Parce que t, c'est la période. Alors, la période, c'est t sur 2. Ça veut dire, sa fréquence, si on a le réseau à 50 Hz, sa fréquence, elle va être à 100 Hz. Le courant IS s'annule, parce qu'il devient comme ça, et il s'annule. Et puis, il répète la forme. Ça veut dire, on est en conduction interrompue. Et le thyristor, dans ce cas, il doit supporter quoi? Il doit supporter, parce que si vous vous rappelez bien, on a tracé ici le VE, ici c'était 0, ici c'est moins VE, moins 2 fois VE. Ça veut dire que le thyristor, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit supporter moins 2 fois V de l'alimentation. Il doit pouvoir supporter cette tension ici. C'est clair? Ça, c'est une condition pour choisir le bon thyristor. Et le fonctionnement, il est seulement supérieur, bien sûr,
lorsque le delta est inférieur à pi. Il ne peut pas dépasser, bien sûr, le pi. Alors maintenant, essayons de voir le même graphe pour une charge qui est inductive. Pour une charge qui est inductive, si vous avez ici la tension, le courant il va être comment? Si vous avez une charge purement inductive, le courant il va être décalé de pi sur 2. C'est ça la différence. Ça veut dire même si la tension qui est en rouge elle est négative ou bien est égale à 0, vous avez toujours un courant ici qui circule. Et dans ce cas, le thyristor ne sera pas bloqué, mais il va toujours conduire. C'est la seule différence qui existe entre la charge résistive et une charge inductive. Alors, essayons de voir ça petit à petit pour bien comprendre. Alors, les thyristors ici et le transformateur, ils sont parfaits. On les a supposés parfaits. Ça, c'est notre transformateur. Ça, c'est le primaire. Ça, c'est le secondaire qui est divisé en deux. Les thyristors sont aussi parfaits. Et toujours, on va prendre le V1 est égal à cette valeur et le V2, il est inversé. Alors, la commande des thyristors est synchronisée sur le réseau avec un retard à l'amorçage. Toujours T de delta qui est égal à T sur 2 par rapport à celle de TH1. Et en guise de simplification, comme on a fait dans les différents pour les diodes, on va supposer que la charge est suffisamment inductive pour que le courant IS de sortie soit constant. Ça veut dire le courant ici, IS, il est constant de sortie. Normalement, il n'est pas constant, il est fluctué. Il va être comme ça. Avec ici, un delta I. Ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Voilà. Essayons maintenant de connaître comment on a pu tracer ici le VS. D'accord? Comment on a pu tracer ici le VS. Toujours le montage. Ici, c'est le montage à cathode commun des thyristors. Ça veut dire que c'est le montage des commutateurs les plus positifs. Il va laisser passer la tension la plus positive. Et on va refaire le même travail. Ça, c'est notre V1. Et ça, c'est notre V2. Je vais le tracer en rouge. Ça, ce sont les gâchettes de I2, de thyristor 2. Et ça, ce sont les gâchettes de thyristor 1. Et essayons de se concentrer sur la première période, ou bien lorsque la tension V1 est la plus positive, c'est entre 0 et pi. Lorsque la tension est la plus positive, qu'est-ce qu'on a? Lorsque la tension est la plus positive, on doit attendre le courant de gâchette. Quand est-ce que, ici je dois pouvoir modifier, bien, je vais ramener ici la courbe, le schéma. Je vais ramener ici le schéma. Voilà. On dit ça, c'est V1.
Ça, c'est le thyristor 1. Ça, c'est V2. Ça, c'est le thyristor 2. Ça, c'est le courant dégagé du thyristor 2. Ça, ce sont les courants dégagés du thyristor 1. Et on a dit qu'il existe ici 3 mailles. Bien sûr, on a pu tracer pour un seul thyristor sur une charge inductive. Et on a vu que pour différents angles d'amorçage, on a pu avoir, bien sûr, plusieurs graphes. Mais le courant ou bien la tension de sortie ne s'annule pas lorsque vous avez une tension avant des thyristors qui est nulle. Mais lorsque le courant s'annule au bornes des thyristors, ou bien il devient négatif. C'est là où le thyristor devient bloqué. Alors regardez ici. Dans cette phase-là, on a la tension V1, c'est la plus positive. Le thyristor 1 ne devient passant que lorsque vous avez un courant de gâchette assez bon. Et en ce moment-là, la tension Vs, elle va être égale à V1, jusqu'au ici. C'est clair? Ça, c'était le graphe sur une charge résistive, si vous vous rappelez bien. Ça, c'était le graphe d'une charge résistive. Et vous n'avez pas ces valeurs qui ont été négatives. Pourquoi on a ces valeurs qui sont négatives? Regardez. Ici, de ce moment, vous avez le courant de gâchette. Ici, le Vs, elle va avoir la même forme que le V1. Mais il ne va pas s'annuler. Pourquoi? Parce que toujours, puisque ça, c'est la tension Vs, imaginez ça, c'est la tension Vs. D'accord? Et ici, maintenant, c'est le courant. Le courant qui circule ici. Le courant ID. Il n'est pas mentionné ici, mais imaginez qu'il existe. Imaginez qu'il existe. En ce moment, regarde, nous sommes ici, ce qui correspond à cette valeur. Le courant ici, il n'est pas nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toujours, le thyristor ici, il est toujours passant. Il est toujours passant jusqu'au quoi? Jusqu'à ce que la tension V2 est la plus positive et vous avez le courant de gâchette sur VTH2. Alors, il va être toujours passant. Jusqu'à quel moment? Il va être toujours passant ici, jusqu'à l'apparition du courant de gâchette dans le thyristor 2. Et maintenant, vous avez V2 la plus positive. Et maintenant, c'est le thyristor TH2 qui est passant. Il va être passant jusqu'au quoi? Regardez ici, le courant toujours ne s'annule pas. C'est clair? Même si la tension s'annule, même si la tension il est un peu négative, le courant il est toujours positif. Pourquoi? Parce que vous avez un décalage, un déphasage pour une charge inductive si elle est purement inductive de plus sur 2. D'accord? Et c'est pour cela que vous avez ce retard ici. Ça veut dire que toujours il y a une conduction jusqu'à l'apparition du courant de gâchette dans le deuxième thyristor. Et là, vous entrez dans la phase lorsque le V2 est la plus positive. Ça veut dire que c'est le TH2 qui va s'amorcer et le Vs est égal à V2. Monsieur, Oui, pouvez-vous m'expliquer pourquoi tension négative sur Vs de période 0 jusqu'à delta? 0 jusqu'au... Négatif, tension Voilà. négative de 0 jusqu'à delta, pourquoi? Tu as compris celle-là, n'est-ce pas? Le schéma précédent, sans bobine, sans la bobine. Tu as compris le schéma précédent sans bobine. Oui, Maintenant, ce que j'ai mentionné ici en mauve, c'est clair? oui. Voilà. Et tout ce qui a été mentionné ici, il va être répété, bien sûr. Tout simplement. Pourquoi? Parce que ici, on suppose que si vous venez de commencer votre schéma ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un courant qui est comme ça. Mais si on ne prend pas l'origine à ce moment,
On prend l'origine en ce moment. D'accord? C'est comme si tu as décalé. Ici, tu as décalé. Tu as commencé l'origine à cet instant-là. Ce qui explique cette valeur, cette petite valeur qui va apparaître ici. D'accord? C'est comme si on a commencé l'origine, par exemple, en ce moment-là. Non, Voilà. monsieur. C'était pas ça la question? J'ai pas bien compris, Claire. Alors, regarde. D'accord. Alors, ça, c'est la tension. Supposons que c'est la tension V1. Oui. D'accord? Alors, ça, c'est le courant au démarrage. Ou bien, ça, c'est le courant. Si on a une Décalé. charge inductive, vous avez le courant qui est comme ça. C'est clair? Oui. Très bien. Et on a dit que la charge, il est tellement inductif, elle va être comment? Si elle est très inductive, le courant, il va être comment, à ton avis? Ça, on l'a tracé dans l'autre séance. Constant. C'est pas vraiment constant, il y a une fluctuation, mais regardez, elle va être comme ça. Vous pouvez voir ça. Je vais vous montrer ça dans un schéma, elle va être comme ça, regardez. Elle ne va pas s'annuler. D'accord? Elle va être positive, alternative, mais elle ne va pas s'annuler. Ça veut dire que toujours, le TH1, elle est conductrice. Vous me suivez? Hmm. Essayons de voir ici une simulation. Regardez bien. Regardez bien. Je vais sortir. Je vais entrer dans un logiciel qui peut me faire des simulations. C'est bon? Vous voyez ici les simulations? Oui. Alors, je vais pouvoir tracer, par exemple, pour une diode qui débite sur une inductance. Rappelez bien ce site. Ce site, il est très intéressant. Il peut vous donner, bien sûr, des simulations qui sont très claires. Regardez. Vous avez ici une inductance. Vous avez ici une source alternative. Et vous avez ici une diode. Et je vais pouvoir lancer ma simulation. Ici, on voit quoi? Ici, on voit la tension. Regardez bien. Attendez. Je vais régler un peu celle-là. Ici, j'augmente la valeur de l'inductance. Regardez pour la diode. Regardez pour la diode. Attendez. Je vais remplacer l'inductance par une résistance. Suivez bien. Qu'est-ce que vous avez ici? La forme qui est en vert, c'est la source de l'alimentation. Elle est alternative. Vous voyez? Ce que vous avez en mauve, c'est la tension au bord de la résistance. La diode, qu'est-ce qu'elle va faire? La diode, elle va laisser passer la tension la plus positive, c'est clair? Et elle va annuler la tension négative. Puisque vous êtes en résistance, la tension et le courant, ils sont en phase. Lorsque la tension elle est négative, ou bien est égale à 0, la diode devient bloquée. C'est ce qui explique cette courbe, qui est égale à 0. C'est clair ici? Très bien. Même si j'augmente ici la valeur de résistance, je vais l'augmenter ici. Si j'augmente la valeur de résistance,
c'est son amplitude qui va diminuer. Vous voyez? C'est juste l'amplitude qui va diminuer, qui va changer. Si je diminue la valeur de l'amplitude, la résistance, elle va, ou bien la valeur d'amplitude, elle va augmenter. Tout simplement. Maintenant, si je, au lieu d'avoir ici une résistance, je vais avoir une bobine. Je vais avoir ici une bobine. Très bien. Une bobine de 1 Henry. Et je vais pouvoir ici tracer aussi le courant. Regardez ici la forme de courant. Ici, je vais pouvoir tracer. Voilà. Je vais encore un peu augmenter la valeur de la bobine. Et après, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. On va attendre un peu. Voilà. Monsieur, on sait quoi? Oui. En orange. Le graphe en orange, c'est quoi? Alors, le graphe en orange, c'est la tension aux bornes de la bobine. Le graphe qui est en mauve, c'est le courant. Tu vois? Et le Oui, graphe qui est en vert, c'est l'alimentation. Regarde, le déphasage entre le courant et la tension. C'est clair? Ils sont déphasés. Le courant ne s'annule pas. Tu vois? Oui, monsieur. Oui. Le courant ne s'annule pas. Le courant n'est pas négatif, mais juste il s'annule. Essaye de voir. Lorsque le courant s'annule, la tension s'annule. Regarde, en orange. Lorsque le courant il est égal à 0, la tension est égale à 0. Mais lorsque le courant il est passant, la tension est égale à la tension vert. Vous voyez? Alors, je vais faire... Je ne sais pas comment arrêter ça. Comment stopper. Suivez bien. S'il vous plaît, Suivez. éteignez le micro parce que j'arrive pas à Ouais. entendre. Suivez bien. Vous avez la tension d'alimentation, c'est la tension verte. Elle est alternative, sinusoïdale. C'est clair? La tension, elle est alternative, sinusoïdale. Le courant qui circule dans la bobine, c'est celui qui est mauve. Il n'est pas négatif parce que vous avez une inductance purement inductive. C'est clair? Il n'est pas négatif. Mais regardez, à un moment il augmente et à un moment il s'annule. À un moment il augmente et à un moment il s'annule. Il est décalé par rapport à la tension verte. Maintenant, comment va être la tension aux bornes de la bobine? C'est celle qui est en orange. Tant que le courant il circule, la tension aux bornes de la bobine, elle va avoir la même forme que la tension verte. Mais lorsque le courant s'annule, la tension aux bornes de la bobine, elle est nulle. C'est clair? Vous voyez ici? Ça, c'est une simulation de ce circuit. Je vais augmenter ici la valeur de la bobine. Je vais prendre une valeur très, très grande. Ça, c'est une valeur très, 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 très grande. Regardez. Pratiquement, vous n'avez pas d'annulation de la tension. Vous voyez? Pourquoi? Parce que toujours le courant, il est un peu, il n'est pas nul. Regardez, la tension verte et la tension orange, ils sont superposés. Ils ont la même valeur. Pourquoi? Parce que regardez le courant ici, il devient alternatif mais décalé en haut. Je vais ici le tracer. Lorsque la charge elle est très inductive, le courant il devient comme ça. C'est clair?
même si la tension, elle est alternative sinusoïdale, même si la tension, elle est comme ça. Normalement, ils vont être décalés, même si la tension, elle est comme ça. Le courant ne va jamais s'annuler. J'espère que c'est clair maintenant. Alors, essayez d'imaginer que ici, vous avez un courant comme ça. Je vais tracer un peu le courant qui va circuler dans la bobine. Parce que ici, vous n'avez pas une bobine purement inductive. Vous avez une résistance aussi. Vous avez aussi une résistance. C'est ce qui fait la différence. Alors, je vais pouvoir tracer ici le courant. Supposons que le courant fait comme ça. Comme dans la simulation. C'est clair? Mais ça, c'est le courant ici. C'est le courant qui circule ici. C'est le ITH1. C'est bon? Essayez de me répondre si vous avez compris ça. Ça, c'est une simulation du courant. Oui, monsieur, c'est clair. Voilà. Maintenant, essayons de tracer la tension VS. On a dit que le thyristor devient bloqué que lorsque le courant s'annule. C'est clair? Que lorsque le courant s'annule. Ici, bien sûr, il va pouvoir passer au-dessus de 0 un peu, mais c'est pas grave, on peut le mentionner. Très bien. Maintenant, essayons de voir. Prenons de cette valeur jusqu'à cette valeur. Ici, vous avez la tension V1, c'est la plus positive. Alors ici, le thyristor, bien sûr, il va être amorcé après avoir eu le courant de Gaussian. Et il va continuer, il est toujours passant tant que la tension à ces bornes elle est positive. Mais en réalité, tant que le courant ne s'annule pas. Alors, tant que le courant ne s'annule pas, il devient passant. Regardez. Maintenant, vous avez la tension, elle est nulle, mais regardez, le courant, il est toujours non pas nul. Il est toujours positif. Ça veut dire qu'il va continuer à conduire jusqu'au quoi? Jusqu'à l'apparition du courant de Gaussian dans le deuxième thyristor, qui va indiquer que la tension V2, ici, est la plus positive. Et maintenant, il va basculer vers le deuxième thyristor, et il va refaire la même formule ici. Ou bien il va refaire la même courbe. C'est clair? Bien sûr, cette courbe, on l'a tracée dans la séance, si vous vous rappelez bien, la résolution de l'équation différentielle. Ça, on l'a fait dans la séance. On a vu deux équations différentielles, une pour la diode et l'autre pour les thyristors. Et on a montré que le courant ne va pas s'annuler pour une charge qui est purement inductive. Comme ici, était bien clair dans la simulation. C'est clair? Si ici on diminue la valeur de l'inductance, vous voyez, regardez la forme qui est en orange, elle va elle-même repasser à zéro lorsque le courant va s'annuler, le courant qui est en mauve. Alors je vais arrêter ici la simulation, je vais vous envoyer ce site pour bien faire les simulations nécessaires pour bien comprendre les différents circuits. Très bien. Alors, on va ici pouvoir continuer. Alors maintenant, essayons de voir ça en utilisant les équations. Alors, lorsque θ est entre delta et pi plus delta, ça veut dire que vous êtes ici, dans cette période-là. Delta et pi plus delta. Vous avez V1 est la plus positive, V2 est la plus négative, et S, il est positif. On a VTH1 parce qu'elle va devenir passante, elle va être égale à 0. Si je veux ici tracer le VTH1, je vais pouvoir tracer ici le VTH1. Dans cette période-là, elle est passante, elle est égale à 0. VS est égal à V1, comme vous voyez ici, VS est égal à V1 dans cette période. ITH1 est égal à IS. Voici le ITH1 et voici le IS.
puisque le thyristor, il est passant, le courant qui va le traverser, il est positif, il est égal à TS. Et voilà, ça c'est la période de TH1, ça c'est T2, ça c'est T1, ça c'est T2. Toujours le courant, il va circuler lorsque le T, il est passante. Et il va être nul lorsque T, il est bloqué. Le T1, il est bloqué. Même chose pour le T2. Le T2, il va y avoir, c'est l'opposé de T1. Et le TH2 est égal à quoi? Comme le premier schéma, toujours c'est moins V1 qui est inférieur à 0. D'accord? Alors ici, Monsieur, oui, oui. pourquoi le courant est nul de 0 jusqu'à delta? De 0 jusqu'au delta, pourquoi? Parce que le thyristor Le 1, courant. oui, parce que le thyristor 1, il est bloqué. D'accord? Le Hein, thyristor 1, il est bloqué. Lorsque le thyristor 1 il est bloqué, il se comporte comme un circuit ouvert. hein, Le courant, il ne va pas le traverser. oui. C'est clair? Mais VS est négatif dans cette période. VS est négatif. Pourquoi? VS. Parce que cette période, c'est dans le T2. Lorsque le T2 ou bien le VT2 est Ah, la plus positive. C'est clair? Mais elle ne va pas d'accord. s'annuler que lorsqu'il y a un courant dans V1. Parce qu'il y a le retard. D'accord? D'accord. C'est juste, C'est clair. c'est comme si tu as décalé le montage ou bien l'origine. Bien sûr, c'est comme le premier montage. Mais la différence, c'est qu'il ne va pas être égal à 0, mais il va y avoir toujours la conduction jusqu'à l'apparition du deuxième courant de Gauss. Alors, je vais vous laisser avec ça, bien sûr, par la suite, pour bien comprendre ça d'une manière en utilisant les équations. Ça, c'est clair, j'espère. La différence, c'était quoi? La différence, tout simplement, c'était pour une résistance. Une résistance, ces valeurs n'existent pas. Pourquoi? Parce que la tension, elle est nulle. Pourquoi? Parce que le courant, il est aussi nul. Et négatif. Et vous avez cette valeur. Là, c'est pour les résistances. Pour l'inductance, qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez pas l'annulation du courant. Ça veut dire la continuation de la conduction jusqu'à l'apparition du deuxième courant de Gauss. La continuation jusqu'à l'apparition du courant de Gauss. Si le courant de Gauss, par exemple, il arrive ici, par exemple. Si les courants, ils sont là, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir ici la conduction jusqu'à cette valeur, et comme ça. C'est clair? Vous allez suivre le courant de Gauss, ou bien l'apparition du courant de Gauss. Très bien. Alors maintenant, on peut tracer la valeur moyenne, ou bien calculer la valeur moyenne de la tension redressée. Toujours la période, c'est pi. Il est de combien? Il est de delta jusqu'au combien? Jusqu'au pi plus delta. Ça, c'est le pi et ça, c'est le delta. Ça, c'est les bornes de votre intégrale. Si on continue de faire le calcul, on va avoir cette valeur. Bien sûr, elle va nous donner moins cosinus pi plus delta plus cosinus delta. À la fin, on va tomber sur ce résultat. Si vous vous rappelez bien, dans le cas d'une diode, qu'est-ce qu'on a? On n'avait pas ce terme, le cosinus de delta. Parce que une diode, c'est comme si vous avez le delta est égal à 0. Le delta apparaît ici. D'accord? Si vous avez le delta est égal à 0, vous avez le comportement des thyristors comme des diodes. Et vous n'avez pas l'apparition du cosinus. Parce que cosinus 0, c'est 1. Mais maintenant, vous pouvez vérifier bien sûr vos cahiers. Et maintenant, puisque vous avez l'amorçage à l'angle de delta, vous avez l'apparition de cosinus de delta. Et c'est le cosinus de delta qui va vous donner la commande. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous donner la possibilité de commander la valeur. Il va vous donner la possibilité de commander la valeur moyenne de sortie. Et c'est très important, celle-là. En ajustant sur le delta, on peut bien sûr augmenter et diminuer, bien sûr, la valeur moyenne. C'est clair? Bien sûr, maintenant, lorsque le delta est égal à pi sur 2, qu'est-ce que vous allez avoir? Lorsque le delta est égal à pi sur 2, la valeur moyenne va être égale à combien?
Normalement, la valeur moyenne que vous devez avoir ici doit être égale à 0, à pi sur 2. Et lorsque le cosinus est égal, alors regardez ici, c'est le retard. Ça, c'est combien? Normalement, ça, c'est pi sur 2. À cette valeur, vous avez pi sur 2. Vous pouvez ici tracer la courbe de VS en fonction du cosinus de delta, ou bien en fonction de delta. Quand est-ce que cette valeur, elle est maximale? Bien sûr, cette valeur, elle est maximale lorsque le delta est égal à 0. Vous allez avoir 2V sur pi. Lorsque maintenant le cosinus est égal à pi, ou bien le delta est égal à pi sur 2, vous allez avoir une valeur qui est négative. Et lorsque elle est supérieure à pi sur 2, elle va être négative jusqu'au combien? Jusqu'au pi. Et à pi, qu'est-ce que vous allez avoir? À pi, vous allez avoir, c'est moins 2V sur pi. C'est clair? À un moment, vous pouvez avoir une valeur moyenne qui est positive et à un moment, une valeur moyenne qui est négative. Mais rappelez bien, vous rappelez l'équation de la puissance active. La puissance active est égale à combien? La puissance active consommée, c'est la valeur moyenne de la tension fois le courant, qui est constant. Lorsque la tension elle est positive, vous avez une puissance qui est positive. Ça veut dire votre charge elle va consommer de l'énergie. Lorsque maintenant, vous allez régler le delta qui va être supérieur à pi sur 2, ça veut dire que le cosinus va être négatif. Ça veut dire que la puissance va être négative. Ça veut dire maintenant que on peut dire que votre charge, elle va offrir de la puissance ou bien l'énergie réactive. C'est clair? Et votre circuit va fonctionner comme étant un onduleur. Un onduleur, si je me rappelle bien, c'est un onduleur commandé. C'est un onduleur autonome. Ça, on va le voir dans les séances prochaines. C'est clair jusqu'à ici? C'est clair, monsieur. Très bien. Alors, on va pouvoir s'arrêter ici, jusqu'à ici. La séance prochaine, on va voir le pan symétrique mixte sur une charge active. On va voir, on va prendre une pause. On va prendre une heure, s'il vous plaît. On va prendre une pause d'une heure et puis on va continuer avec l'habilitation électrique en utilisant les appareillages de protection. Mais avant, Monsieur, Onduleur assisté. problème de connexion. ouais, Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Aujourd'hui, oui, c'est aujourd'hui, parce qu'on a 2 éléments de module. Monsieur, 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 le problème de connexion. Qu'est-ce que vous dites? monsieur, est-ce qu'on a 2 séances ou bien une seule Oui. séance? Normalement, on va s'arrêter à 12h30. 10h30? Hein? Ouais, c'est trompé. 10h30, on a commencé à 10h. Alors, attendez, je vais arrêter. Attendez, si vous pouvez arrêter l'enregistrement.